Je pense pas qu'il y ait d'autres exemples de startups qui ont grossi si vite et qui sont mortes si rapidement aussi. Première année, on a fait 0 € de chiffre d'affaires. Donc vraiment de février à décembre, on était au RSA. 0 client. On n'était que nous deux à côté des toilettes dans un bar PMU à ce stade. Et il faut savoir que 2 ans plus tard, on était 400 salariés. Vous étiez partout, à la télé, etc. Et donc vous avez très rapidement été connu du grand public. On a levé 60 millions d'euros et on a fait 1500 transactions dans 180 villes et 3 pays. On faisait un acte toutes les heures. Et 1 an plus tard, on faisait faillite. Il y a plein d'espaces qui font moins de 15 mètres carrés, dans lequel on est OK pour loger sur des durées moyennes. Tant que c'est bien optimisé, tant que tu arrives à en faire quelque chose de luxueux, tu peux décorréler la surface de l'expérience. Et mon idée, c'est d'aller saisir ces logements qui sont pas très chers à l'achat, qui peuvent être rénovés avec les mêmes critères que ce que tu as dans des cabines de yacht, dans des hôtels, dans les wagons-lits d'Orient Express, et ensuite être exploité sur des modes et des durées qui s'y prêtent. Moi, j'arrive à être sur des rendements nets qui sont plus proches de 5,5-6%. Mieux vaut avoir 5% net à Paris sans risque que 9% en banlieue de Saint-Étienne avec tous les risques qui vont avec. Bonjour Thierry, comment ça va aujourd'hui ? Comment tu dis le prénom ? Thierry ? Non, Thierry ça se gueule. Thierry. Ça, je vais avoir un peu de mal quand même sur le podcast, mais on va... C'est comme tu veux, c'est comme ça qu'on m'appelle d'habitude. Okay. On Thierry. gueule le prénom. Ok. Comment ça va Thierry ? Thierry, ça va. Et toi Lorraine ? Écoute, plutôt bien. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au micro de Capital Immo. Alors Thierry, tu es un grand entrepreneur du monde immobilier. Tu as fondé Mastéos, qui est une boîte que beaucoup connaissent dans l'immobilier. Tu vas nous raconter un petit peu ce parcours puisque ça s'est arrêté il y a quelques mois maintenant. Tu continues ta route dans l'immobilier et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre... d'où tu viens, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui après Mastéos et qu'on parle de l'investissement et de ton parcours d'investisseur immobilier. Vaste programme, très bien. Voilà. Faut que je commence par mon enfance alors, on a dit. Voilà, exactement. Raconte-moi un peu ton parcours où tu as grandi. Non mais j'ai un parcours assez classique, un peu trop classique d'ailleurs. C'est ce que je reproche à la PropTech ou à la tech en général. C'est très HEC, très... prépa, homme blanc, HEC, catho, okay. 16e, blond avec les yeux bleus. Donc voilà, donc moi mon parcours il est classique, parisien, prépa HEC, ensuite j'ai fait de la finance à Londres et puis à Paris. J'étais assez mauvais, du coup je changeais d'employeur tous les 6 mois parce que j'arrivais pas à travailler pour quelqu'un, et à 28 ans ou 29 ans je suis rentré de Londres à Paris après avoir fait de la finance et je trouvais pas de job. Finance de marché, tu Ouais, faisais ? de marché. Okay. Ce qui m'a donné une approche assez quantitative du sujet. Et je trouvais pas de job en rentrant. J'avais pas de droit au chômage, donc je suis allé pointer au RSA. Je faisais des ateliers CV parce que j'avais pas de chômage et j'avais pas de revenus. Donc je postulais pour trouver un vrai job. Je suis allé faire un stage d'observation dans une boîte d'immobilier qui s'appelle Bivouac, c'est une start-up que tu connais peut-être de nom, qui est un concurrent de Mastéos historiquement, où j'ai rencontré mon associé. Okay. Et on voulait aider Bivouac à se lancer, mais on ne s'est pas entendu, on n'a pas été payé, donc on s'est un peu embrouillé. On est parti avec mon associé actuel que j'ai rencontré là-bas, et on s'est mis dans un bar PMU près de Bastille. Okay. Il était lui-même au RSA, donc on était vraiment 2 âmes en peine, complètement désargentés, et on a lancé à peu près le même concept, faute de meilleure idée, qui consiste à accompagner des investisseurs particuliers dans leurs projets d'investissement locatif. Donc en gros, t'es cadre chez Danone, t'as une capacité d'emprunt, mais t'as pas le temps d'aller chercher un bien immobilier, de suivre les travaux et de le gérer. On s'en occupe pour toi, on te trouve le bon projet, on te fait les travaux, on te gère le financement, l'ameublement, tout ça, on te le met en location, on te fait la gestion locative, et ça partout en France. C'était ça l'idée. C'est ça, du clé en main complètement sur toute la chaîne de valeur, du moment où juste tu as une capacité d'emprunt, après tu fais tout. T'as pas le temps, on s'en occupe pour toi et on te facture. Et on a créé ça en février 2019 avec mon associé. Première année, on a fait 0 € de chiffre d'affaires. Donc vraiment de février à décembre, on était au RSA. 0 client. En fait, on avait des clients, mais on n'arrivait pas à convertir. Ou alors on convertissait, mais si tu veux, en immobilier, tu encaisses à 6 mois. Parce que tu peux faire une offre en juin, avoir ton prêt en octobre. Mais c'est reporté. Enfin bon, c'est des temps longs. C'est des temps très longs. Donc on a commencé à encaisser nos premières coms en janvier 2020, donc 1 an après la création. Et là, on n'était que nous deux à côté des toilettes dans un bar PMU à ce stade. Et il faut savoir que 2 ans plus tard, on était 400 salariés. Donc, si tu veux, imagine à quel point ça a bougé en 2 ans. 400 salariés. En 2 ans, on a levé 60 millions d'euros.
et on a fait 1500 transactions dans 180 villes et 3 pays. Ouais. Donc c'est une aventure assez fulgurante, et 1 an plus tard, on faisait faillite. Je pense pas qu'il y ait d'autres exemples de startups qui ont grossi si vite et qui sont mortes si rapidement aussi. Ah oui, tout le monde entendait parler de vous et tout le monde ne parlait que de Mastéos dans le marché, parce qu'effectivement, vous avez réalisé ce que personne n'avait fait auparavant, parce que vous avez aussi complètement renouvelé et trouvé une nouvelle approche de l'investissement. Vous étiez partout, à la télé, etc. Et donc, vous avez très rapidement été connu du grand public, des investisseurs qui se sont bousculés pour revenir chez vous. C'est comme ça que tu as levé aujourd'hui. Enfin, comment ça s'est passé ? En fait, en vrai, on a l'impression qu'il y a un secret particulier, mais en vérité, c'était un pied devant l'autre. On a encaissé notre première com en janvier 2020, on en a fait une deuxième, puis une troisième, on a commencé à communiquer, on avait une approche, notre communication, elle changeait un peu de ce qui se faisait dans le secteur qui était un peu cheap, on avait une approche un peu plus quali. Les médias sont arrivés, les fonds VC sont arrivés, et puis il y a eu un effet boule de neige où on a commencé par lever 100 000, puis 1 million, puis 10, puis 50. Et si tu veux, c'est l'effet boule de neige, vraiment. T'as un média qui s'intéresse à toi, puis un deuxième, puis un troisième, et la mayonnaise monte. Et nous, on était dans un environnement de marché très porteur parce que les taux étaient à 0. Donc ça veut dire que nos clients empruntaient à quasi 0, sans apport. Donc c'était assez facile de vendre de l'immobilier locatif à l'époque, et on en a vendu beaucoup. C'était combien de projets par mois que vous réalisiez ? J'ai un chiffre qui est assez parlant et qui est vrai pour le coup. En 2020, on a commencé à 1 projet par mois, puis 1 par semaine, puis 1 par jour, puis 1 par heure. En 2022, on faisait un acte toutes les heures. On faisait 200 projets par mois, donc en jour ouvré, si tu prends une journée de 8 heures, ça faisait un acte par heure, quoi. Et la machine à gérer, opérationnellement parlant, elle est énorme. Elle est énorme, et c'est pas ça qui nous a fait tomber, mais je pense que si, même en ayant le cash, si on n'était pas mort d'un manque de cash, on serait mort de la complexité opérationnelle que notre croissance engendrait. Parce qu'on avait 900 chantiers, on était dans 180 villes. Alors une ville, tu vois, Lyon, il y a plusieurs villes autour, il y a Villeurbanne et tout, donc je compte un peu tout, mais c'est des agglomérations. Sur 3 pays, 2000 locataires à gérer, et en fait, moi la leçon que j'ai retenue, c'est que c'est sexy sur les chiffres, mais c'est ingérable si tu ne scales pas de l'opérationnel de terrain. Et si tu veux réussir dans ce métier immobilier où tout le monde est en train de tomber aujourd'hui, toutes les startups de la PropTech font faillite les unes après les autres, parce qu'on a voulu scaler un métier de terrain. Et dans PropTech, il y a Prop et il y a Tech. Donc la Tech, tu peux faire de la Tech dans l'immobilier, et t'es Airbnb, mais tu touches pas aux atomes. Tu n'es pas sur le terrain, tu fais que de la Tech. Donc, tu peux faire de la Prop, il y a qui... les acteurs traditionnels en fait de gestion locative que tu vois pas forcément même IAD, mais bon, peu importe, en tout cas IAD, tu fais de l'immobilier pour de vrai sur le terrain, tu es sur le terrain et tu fais de l'immobilier, tu mets un pas devant l'autre, mais tu ne scales pas aussi vite que sur de la tech avec des méthodes de VC et c'est pas une boîte d'intelligence artificielle. Et donc nous on a explosé par manque de cash, mais on aurait explosé par complexité opérationnelle, c'était ingérable. Et toi, en tant qu'entrepreneur, les plus grosses difficultés, c'était l'opérationnel, la gestion de l'humain. Tu dirais comment c'était Bon, déjà, on s'est beaucoup amusé, hein, donc c'était vraiment incroyable comme aventure. Même les salariés même ceux qui ont malheureusement qui ont pas reçu leur indemnité à la fin, etc., ou qui ont fini dans le dur, tout le monde retient que c'était une aventure absolument extraordinaire. Je tiens à le préciser, même pour l'entrepreneur pour qui c'est assez pénible une faillite, ça valait le coup. Et pour répondre à ta question, les enjeux, oui, il y avait 400 salariés, donc ça demande un peu d'implication RH. Il y a autant d'actionnaires que de salariés, donc il faut aussi être très sensible au reporting, aux actionnaires, au board. Donc tu as pas mal de politiques de board à gérer. Et après, tu as les clients surtout. Et c'est dur de mettre ton focus. Est-ce que je vais m'intéresser en priorité à mes salariés, à mes actionnaires ou à mes clients, tu vois ? Je trouve que plus tu lèves, plus tu délaisses ton client au profit de ton actionnaire. C'est pas forcément une bonne chose. Et tu dirais que la pression, parce qu'en fait, c'est pas tant le fait de lever de l'argent qui est compliqué, c'est la pression de l'actionnaire derrière qui te pousse à aller vite et toujours plus rapide. Enfin, tu vois, en 2 ans, passer de 0 à 400 salariés avec toujours cette pression d'en faire plus et de générer plus de chiffres, etc. C'est peut-être la vitesse d'exécution qui est en cause plutôt que la poche de cash, en fait, finalement, qui, si tu l'avais étalé peut-être sur le plus long terme avec moins de pression de l'actionnaire, ce serait peut-être mieux passé. Déjà, c'est pas une pression qui est subie, hein, c'est d'un commun accord.
nous, ça nous va de faire 200 ventes par mois. Quand tu es dans le... Enfin, c'est assez jouissif aussi de croître à cette vitesse. Donc, c'est pas les méchants actionnaires qui poussent au crime et nous qui tirons des cas de fer. C'est d'un commun accord, on a choisi une méthode, une trajectoire de développement assez agressive, basée sur l'hypercroissance. Ça n'a pas marché parce que le marché s'est retourné, les taux d'intérêt sont remontés très rapidement. Nous, on a une sensibilité au taux d'intérêt qui est extrêmement forte, puisque c'est comme ça que nos clients se financent pour acheter les projets locatifs. Ils sont passés de 0 à 5% en 2 trimestres. Donc, si tu veux, notre clientèle, elle a disparu du jour au lendemain. Donc, c'était même pas un sujet de cash ou de complexité opérationnelle. C'est-à-dire que les gens pouvaient même plus emprunter et ça ne servait plus à rien. Donc, on a fermé la boutique. On a revendu à Novaxia. Et je fais un hors-sujet total. Je reviens à la question numéro 1 qui était mon parcours, où je me plaignais qu'il était un peu trop classique. Je tiens quand même à noter que parmi mes associés, il y avait Maxime, qui a jamais bossé, qui a un CV hyper random, et donc qui n'a pas fait HEC ou je sais pas quoi. Et surtout, on avait Jérôme Manuguera qui s'occupait des travaux et qui, lui, de mémoire, n'a pas son bac. Pareil, il n'a pas de CV. Et faisait partie de l'aventure. On l'appelle GG le roi du placo parce qu'il est plaquiste. Enfin, c'est quelqu'un du bâtiment et c'est quelqu'un qui a gagné de l'argent dans cette aventure parce que justement les actionnaires ont jugé que GG le roi du placo ne correspondait pas aux standards du VC, n'avait pas fait HEC, n'avait pas eu mention très bien au bac et donc il s'est fait mettre dehors par les actionnaires. Ce qui peut paraître être une mauvaise nouvelle, mais il a quand même reçu un chèque en échange, un chèque largement inférieur à la valeur de ses parts à l'époque. Mais dans son malheur, c'est quand même le seul qui s'en soit sorti avec un montant à 7 chiffres. Parce que, voilà, morale de l'histoire, mieux vaut être GG le roi du placo et pas avoir fait HEC que se retrouver dans mon cas où, pour le coup, assez dur financièrement, puisque je suis ressorti sans rien, alors que la boîte valait 155 millions d'euros, que mes parents valaient 30. Ça, c'était il y a 8 mois, et qu'aujourd'hui, pas de chômage, pas de... rien, quoi. Psychologiquement, déjà, il y a tout le travail que tu as construit et le fait de faire ton deuil sur le bébé. Sur tout ça. Et en fait, oui, la réalité de l'entrepreneur qui est que tu n'as pas de filet de sécurité. Contrairement c'est ça que les gens oublient, à un salarié, quand tu te fais virer de quelque part, tu as Pôle emploi, etc. Ça, c'est vrai que... Bon, après, on n'a pas le même profil de risk-reward au démarrage, donc c'est normal que le salarié il ait une protection parce qu'il n'a pas d'espérance de gain aussi forte que l'entrepreneur, donc c'est un choix aussi. Mais c'est vrai qu'on oublie que les entrepreneurs en France, ils n'ont pas de filet de sécurité, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas, il y a rien en fait. Et en fait derrière, qui existent. Mais j'ai appris ça après la liquidation de ma première boîte aussi. Je sais que tu étais dans le même cas que moi. Il y a effectivement des assurances chômage pour entrepreneurs, mais de ce qu'on m'a dit, il y a toujours une raison pour pas les payer, et elles s'appliquent rarement aux startups. Et tout ça pour dire que l'entrepreneur n'est pas à plaindre, mais c'est vrai que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec une certaine ambition, il faut savoir que le revers de la médaille, c'est si ça se passe mal, c'est le gérant mandataire social qui prend tout dans la gueule et qui va cristalliser les attaques, les contentieux. Donc voilà, c'est un succès partagé, mais c'est un échec qui est vraiment ciblé sur le mandataire et c'est un moment dur à traverser. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans la PropTech qui le traversent en ce moment. Toi, tu l'as traversé et c'est important ce soutien qu'on a dans l'écosystème. Parce que c'est avec ça qu'on tient moralement, mentalement. Oui, c'est vrai. Et toi, tu en as beaucoup parlé. Je trouve ça bien que des entrepreneurs comme toi, moi, j'avais pris la parole aussi pour discuter de la fin de ma boîte, etc. Et dire que effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas les gros titres dans les médias ou quand on passe à la télé. Parfois, ça veut pas dire que tout est shiny et que c'est facile. Bien au contraire, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la difficulté, qui se battent tous les jours pour que leur boîte non seulement ça, mais il y en a qui ont, tu vois, Raph Villermé de Luco, sa boîte elle valait 300 millions et il est dans la il est pareil que moi si tu veux. En fait tu sors sans rien quand ça se passe mal. C'est que quand tu revends à un gros acteur ou que tu fais un bel exit, que tu monétises, mais dans la grande majorité des cas, derrière ces centaines de millions que tu vois sur BFM, il y a zéro pour l'entrepreneur tant qu'il n'est pas sorti. Non, c'est sûr. Bon, après, on pourrait parler d'entrepreneuriat pendant très longtemps, mais je trouve qu'effectivement, cette expérience avec Mastéos, elle est assez déjà admirable. Donc déjà, bravo pour tout ce que tu as réalisé, parce que comme première boîte en plus, lever autant d'argent, arriver à... Voilà, c'est beaucoup d'enseignements. Tu as pris, je pense, 15 ans de maturité d'entrepreneuriat en l'espace de peu de temps. Donc déjà, bravo pour tout ce que tu as réalisé avec tes équipes. Franchement, c'est assez impressionnant. Et l'après Mastéos,
Donc là, aujourd'hui, donc ça fait quelques mois, donc tu te remets de tout ça. Et il y a ce côté qui reste ton ADN, c'est l'immobilier, qui est souvent une valeur refuge aussi, et un business que tu maîtrises bien. Donc aujourd'hui, là, tu es passé sur une nouvelle aventure un peu plus, on va dire, solo, parce que c'est pas vraiment aujourd'hui, tu fais de l'immobilier en tant que marchand, que conseil, comment ça se passe aujourd'hui ton activité ? Déjà, c'est un rebond qui est aussi subi parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de filet de sécurité. Donc, de toute manière, il faut se relancer dans un truc. Nous, on n'est pas des profils, et toi la première, éligible à du. Tu peux pas être embauché chez Danone, quoi. C'est fini maintenant. C'est pas que tu peux pas, non, tu veux pas. Je veux pas, mais surtout, même pourrais. si je le voulais, je pourrais pas. J'ai pas un profil embauchable, en fait. Les employeurs, ils sauraient très bien que au bout de 6 mois, la prochaine idée loufoque que j'ai, je vais me barrer pour lancer une boîte. Donc on n'est pas embauchable. Donc il faut relancer une boîte, ne serait-ce que pour payer le loyer, quoi. Donc voilà, en ce moment, j'ai une petite obsession sur les micro-logements parisiens, qui est mon nouveau dada. J'ai poncé le sujet pendant 6 mois. J'ai visité toutes les surfaces possibles. J'en visite en moyenne 5 par jour depuis 6 mois, donc j'en ai vu un paquet. Ouais. Tout ce qui fait entre 10 et 15 mètres carrés à Paris. Pourquoi ? Parce que c'est un monde qui est intéressant. On dit évidemment que c'est trop petit pour y habiter, et c'est vrai. Hein, tu vis pas dans 10 à 15 mètres carrés. Mais en revanche, il y a plein d'espaces qui font cette taille sur lesquels il n'y a pas de sujet. Par exemple, tu fais une cabine de yacht, ça fait 9 mètres carrés. Même les yachts de milliardaires, leurs cabines, elles font 9-10 mètres carrés. Personne dit que c'est un logement insalubre. Tu vas dans le wagon-lit de l'Orient Express, je crois que c'est 30 000 € le week-end. Le truc fait 6 mètres carrés, tu restes dedans un paquet de jours. On te dit pas que tu es dans un logement insalubre. Et en fait, une chambre d'hôtel 4 étoiles au Hoxton, la shoebox, elle fait 12 mètres carrés. Notre ami commun, Johan, m'a fait visiter ces hôtels 4 étoiles. On est sur des chambres de 12-13 mètres carrés. Il y a plein d'espaces qui font moins de 15 mètres carrés dans lesquels on est OK pour loger sur des durées moyennes. Et tant que c'est bien optimisé, tant que tu arrives à en faire quelque chose de luxueux, tu peux décorréler la surface de l'expérience. Et donc moi, je suis parti de ce constat-là et je me suis dit, ces trucs-là, ils sont à l'abandon pour la plupart. Alors, il y avait un chiffre de l'INSEE hallucinant. 85 000 micro-logements parisiens qui sont inoccupés. Donc 85 000 qui sont inoccupés. Donc dedans, il y a des chambres de bonne. Il y a des chambres de bonne, mais il y a aussi des espaces de moins de 14 mètres carrés. La définition d'un micro-logement dans la loi, c'est moins de 14 mètres carrés. Tu as 85 micro-logements à Paris qui sont inoccupés. Donc si tu veux, il y a une masse et il faut les utiliser, il faut les exploiter. Moi, je pense que ça se prête bien à des durées courtes. Parce que c'est la taille d'une chambre d'hôtel. Donc c'est un concurrent à l'hôtel. C'est les moins de 5 jours, une semaine ? Moins de 2 mois. Ouais, je pense que tu peux vivre dans tu vois, le temps d'un déménagement, il y a des gens qui vont à l'hôtel. Tu peux vivre dans moins de 15 mètres carrés 2 mois. Mais mon idée, c'est d'aller saisir ces logements qui ne sont pas très chers à l'achat. Aujourd'hui, j'arrive à en avoir pas mal à 100 000 € et quelques, qui peuvent être rénovés avec dans Paris, qui peuvent être rénovés avec les mêmes critères que ce que tu as dans des cabines de yacht, dans des hôtels, dans les wagons-lits de l'Orient Express. Et j'ai fait le tour des archis et ensuite être exploité sur des modes et des durées qui s'y prêtent, type les gens en mobilité, les gens qui sont en logement de fonction, en télétravail. Il y a des use cases qui sont intéressants sur ce type de surface qui permettent de rentabiliser le projet pour l'investisseur et qui permettent d'utiliser ces espaces à l'abandon. En pleine crise du logement, il faut augmenter l'intensité d'usage des surfaces et il faut tout exploiter. Donc, il faut trouver des moyens de les remettre sur le marché. Donc, c'est ça mon dada du moment, c'est prendre du micro-logement à l'abandon, l'acheter au prix qu'il est actuellement, c'est-à-dire pas très cher, et trouver un use case qui soit intéressant pour les entreprises, les gens en mobilité, et qui rentabilise aussi ce genre d'investissement pour la foncière. Et toi, tu le finances, toi, aujourd'hui, tu as des partenaires qui investissent à tes côtés, tu recherches des particuliers qui peuvent être intéressés peut-être par ces produits-là aussi, parce que tu le packages aussi pour eux. En fait, tu as une espèce de sourcing de ce type de produit et tu traites toi-même les travaux et la revente de... Ce qui est sûr, c'est qu'à force, maintenant, je suis vraiment devenu expert de ce produit. Donc si un particulier est intéressé, il peut évidemment me contacter. L'idée à long terme, c'est que ces actifs soient achetés soit par des particuliers comme avec Mastéos, soit par des foncières, donc B2C ou B2B, et qu'ensuite ils soient loués en corporate housing. Je pense que c'est le meilleur cas d'usage qu'on puisse en faire. Moi, chez Mastéos, j'avais 400 salariés, j'avais tout le temps des sujets pour les loger. Tu as mon directeur travaux qui a divorcé, qui s'est fait mettre dehors, j'ai dû le foutre à l'hôtel. Il y a des gens qui venaient à Paris, qui mettaient... Aujourd'hui, tu mets 6 mois à trouver une location à Paris, donc le temps qu'ils trouvent un logement pour eux. Il faut que les entreprises aient des parcs de logements tampons pour leurs employés qui galèrent à se loger ou qui sont sur des process
assez long. Quand tu vas sur le bon coin de trouver une location, ça peut te prendre vite 6 mois de trouver le bon bien. Et je pense que les entreprises doivent porter un peu l'effort de logement pour leurs salariés. Moi, c'était le cas chez Mastéos. L'hôtel, c'est trop cher. Et donc, mon idée, c'est vraiment de mettre ces petits logements rénovés au standard hôtelier à disposition des entreprises pour aider leurs salariés, les soulager dans leur recherche de logement. Et un particulier peut venir me voir, oui, évidemment. Et les entreprises les achètent donc Non, les louent. Les louent. Les louent. C'est ça. Qui les achètent tu pourrais investir. Alors, c'était une idée, mais je pense que tu vois, Accenture n'a pas vocation à acheter de l'immobilier pour y mettre les salariés. Ils ont vocation à prendre en bail civil ces micro-logements pour y loger leurs salariés. Mais en revanche, qui va acheter le foncier ? Ça sera soit des foncières, ce qui est mon idée à terme, soit aujourd'hui des particuliers que j'accompagne uniquement sur ce type de produit, uniquement à Paris, uniquement sur du moins de 15 mètres carrés. Oui, bien sûr. Après, tu peux créer un fonds dédié avec une thématique précise. On va les faire passer sur Capi, mais pourquoi pas en club deal, typiquement d'avoir ce type de produit où on a plusieurs actifs. Ça permet de diversifier déjà. Ouais, c'est hyper liquide. En général, tu peux en prendre 10 d'un coup. Ouais, et en termes de rendement, du coup, comment... le rendement moyen à Paris, en net, il est environ à 3,5. Si tu fais pas d'effort et que tu prends le T2 lambda, tu es à peu près à 3,5. Donc tu es à 5 brut, 3,5 net. Moi, j'arrive à être sur des rendements nets qui sont plus proches de 5,5-6%, ce qui est assez cool sur Paris parce que c'est ce que j'arrivais à faire au Havre ou à Maubeuge ou à Roubaix à l'époque. Mais aujourd'hui, comme Paris a beaucoup décoté avec la crise de l'immobilier et que tu as quand même une crise du logement qui a fait que les loyers sont malheureusement appréciés, tu es sur un ciseau inversé où les prix baissent, les loyers augmentent, les rentas se restaurent. Et sur cette micro-niche des micro-logements, c'est absolument invraisemblable de voir des prix aussi bas et des demandes aussi intenses sur de la location moyenne durée. Donc tu les achètes à 100, 120. Tu vas mettre des très beaux travaux parce que le but, c'est d'en faire vraiment des chambres d'hôtel 4 étoiles. Donc, tu vas mettre 20, 25, 30 de travaux. Donc, tu auras un projet à 150 et ça se loue en moyenne durée 1 000 € par mois. Ouais, c'est ce que tu me disais en termes de rendement. C'est assez impressionnant ce que tu peux faire. Le ratio en plus entre le montant à investir et ce que tu en sors, c'est quand même super intéressant. Et tout le monde y gagne. Produit parisien. Ouais, déjà, tu es sur Paris, t'es pas en banlieue de Maubeuge et tout le monde y gagne. Parce que l'investisseur particulier, c'est des budgets abordables, donc c'est pas stressant. Il va pas bet the house, il va pas partir sur un truc hyper risqué. C'est un petit studio à Paris, il peut rien se passer. Au pire, tu y mets tes enfants. Franchement, c'est... donc l'investisseur il gagne, c'est des financements qui sont hyper accessibles parce qu'on parle de 100-150, donc en fait, quel que soit ton salaire tu peux y aller. Le locataire, moi mes locataires que j'accueille, ça peut paraître invraisemblable de louer ça si cher, mais en fait tu les soulages parce que c'est des gens qui étaient chez leur mère, chez leur sœur, le temps de trouver une loc sur le bon coin. Ils sont ravis de payer 1 000 € par mois pour avoir une chambre d'hôtel. L'hôtel c'est 200 € par jour, hein. Ouais, en fait, tu les sauves parce que moi, je te demande pas sur mes logements des dossiers de candidature avec des garants en CDI chez Danone, des feuilles d'imposition, des fiches de salaire. Si tu es freelance ou entrepreneur, tu peux pas postuler. Non, là, tu sors ta carte, le soir même, tu rentres. Il n'y a aucune discrimination. Je veux dire, moi, j'ai des gens qui arrivent, ils me disent j'ai un nom étranger, je peux pas postuler sur le bon coin. Ouais, bon, mais c'est terrible, mais en même temps, il faut qu'ils se logent, quoi. Donc, en attendant de trouver la loc, moi, j'ai que des locataires qui sont exclus du circuit du logement traditionnel. Donc, il y a plein de types de profils, mais... Plein de types de profils. Bah, commencer par les entrepreneurs, les entrepreneurs, les freelances... Après, c'est vrai que ça reste temporaire. C'est temporaire, c'est le temps de trouver parce qu'ils finissent par trouver. Moi, mon premier locataire. Au final, tu te dis à 1 000 € par mois, tu peux avoir des locataires qui sont tentés de rester plus longtemps ou par exemple des étudiants étrangers. Tu vois, moi sur ma boîte Woomies, on avait beaucoup d'étudiants étrangers qui n'arrivaient pas à se loger dans Paris parce qu'ils n'ont pas de garant. Oui, il faut traduire les fiches de salaire à l'ambassade du Japon, c'est mort en fait. Non, mais t'as pas le temps pour 3 mois. C'est vrai. Tu sors ta carte, tu rentres. Pouvoir d'achat, bien sûr. Mais c'est pas. En fait, la crise du logement, c'est pas un problème c'est pas un problème de budget. Moi, mon premier locataire, il est cadre à la Sogé quand même, sur mon 11 mètres carrés. Et ce qui m'explique, c'est en fait, j'avais un logement de fonction, il a pris fin. J'avais pas compris que c'était si compliqué de se loger à Paris. Je vais pas aller chez mes parents pendant 2 mois. Je te prends ton truc, allez, 1 000 €. Il y a le Wi-Fi, il y a un matelas Teddybear, il y a Netflix, il y a la clim, ça me suffit. Le temps de trouver une vraie location. Donc, c'est des logements tampons, si tu veux. Ouais. Et ils sont tous dans Paris. Enfin, Je fais que Paris intramuros. Ok. Parce que je me déplace en vélo.
Dot ou Lime, et que dès que tu franchis Pourquoi la pas frontière... Vélib Moi, je suis en Vélib, ça marche bien. En tout cas, j'ai jamais essayé, mais Dot ou Lime, tu franchis la frontière du périph', il se désactive. Donc, je peux même pas aller te faire visiter le bien. Ok, donc non, question donc, pratique. Intramuros. T'as raison. Faut privilégier son confort personnel avant tout. Ouais. Mais, et donc, ces produits-là, aujourd'hui, c'est quand même... toi, tu vises... t'as des objectifs sur... en termes de nombre d'acquisitions par mois. Là, tu repars sur une feuille de route type Mastéos, ou tu fais comment ? Tu sais... Quand tu lances une boîte, tu as deux raisons pour lesquelles tu la lances. Soit parce que tu as envie de vivre une aventure, soit parce que tu veux faire du cash. Je sais que tous les deux, on connaît des marchands de biens. Et tu vois, le métier de marchand de biens, c'est un métier qui rapporte du cash, mais où tu vis rien d'intéressant. Intellectuellement, c'est pauvre. Tu vis pas une aventure. Et je connais pas mal de marchands de biens qui sont frustrés par ça et qui lancent des startups pour avoir un frisson entrepreneurial, tu vois. Ou qui se mettent dans l'hôtel. Enfin, non, mais il y a toujours c'est la pyramide de Maslow où il y a des gens qui font du cash, mais qui vivent pas d'aventure et qui sont ultra frustrés et qui finissent par faire leur startup plus ou moins bien ficelée, mais parce que tu as envie de vivre le truc. Moi, j'ai vécu mon frisson entrepreneurial, c'est bon, j'ai coché cet étage de la pyramide de Maslow, maintenant je vais juste me refaire financièrement. J'ai plus besoin de passer sur BFM, j'ai plus besoin de relever des fonds, j'ai plus besoin de revivre tout ça parce que je l'ai déjà vécu. Donc ça va être un truc très rationnel, on va viser la rentabilité, on va mettre un pied devant l'autre, ça prendra 20 ans s'il faut que ça prenne 20 ans, mais l'idée c'est de devenir un acteur incontournable du micro-logement parisien sur des formats de moyenne durée. Pour les entreprises, notamment. Bon, non, mais il y a quand même l'ambition de l'entrepreneur que je ressens. Mais une ambition mesurée, on va mettre un pied devant l'autre et pas faire n'importe quoi et exploser en cours de route. Oui, parce que c'est traumatisant aussi ce que tu as vécu, et ce qui est normal. Moi, je suis dans la même logique. Je pense que tous les entrepreneurs, quand on a vécu un peu le moment phare où tu te sens plus... Tu te sens porté par le côté, d'ailleurs, les levées de fonds, ils sont pour beaucoup, parce qu'il y a eu des effets de mode, il y a eu des effets d'engouement, ou l'euphorie du truc, où tu te dis, à un moment donné, tu te dis pas que ça va s'arrêter, et en fait, quand tu te prends le mur, c'est là où tu as l'instant de raison, et tu te raisonnes comme un entrepreneur... je dirais plus traditionnel. Rationnel, tout simplement. Ouais, voilà, comme un chef d'entreprise classique, en fait. Avec les vieilles règles du jeu, tu dois être rentable. Alors, un chef d'entreprise, avant tout, il faut que ton entreprise, elle soit rentable et que, effectivement, le cash que tu gagnes, tu le réinvestis, mais c'est une logique plus saine. Voilà, et tu peux pas tricher en levant des fonds à l'infini pour financer ton absence de renta, quoi. Ouais. Exactement. Et je trouve que, c'est quand même, surtout dans ces métiers, surtout dans nos métiers, l'immobilier, peu importe comment tu l'adresses, etc. Si tu n'as pas prouvé sur une première partie l'efficacité de ton modèle, tu peux pas vendre la charrue avant les bœufs. C'est fini les levées sur un PowerPoint. Surtout, t'as pas de track. Là, les investisseurs, en plus, ils sont moins... ils sont moins sur ces sujets-là, quoi. Bon, là, on a des nouvelles modes avec les high, etc. Donc, il va y avoir d'autres histoires, puisque c'est sans fin dans l'écosystème. Donc, mais il y aura aussi des belles histoires. Mais c'est vrai que sur la partie PropTech, en ce moment, le marché, on voit que c'est super compliqué pour nos collègues... nos confrères. On a le droit de les citer, je sais pas. Oui, bien sûr. Cette semaine, tu as Haussmann et Prelo qui ont déposé le bilan, qui sont des boîtes incroyables. Moi, j'adore les deux. Haussmann qui a levé énormément d'argent et qui est une boîte incroyable, vraiment super bien organisée. Et Haussmann, c'est une société pour les auditeurs qui nous écoutent. Néo-agence. Qui fait une néo-agence avec un frais fixe de transaction. Assez bas, ouais. Et une organisation super bien huilée, des équipes en or, etc. Bon, c'est dommage. Mais ça marche par cycle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover dans l'immobilier. IAD est un super modèle d'innovation organisationnelle et non technologique qui est une des plus belles réussites françaises de la décennie. Donc ça, on peut. Mais on ne peut pas le faire en trichant avec des stéroïdes de venture capital où il faut le faire un pied devant l'autre. Ouais. Et toi, aujourd'hui, tu le fais seul, tu as un associé dans ta nouvelle... J'ai une équipe autour de moi, j'ai des advisors, j'ai des associés. Je raisonne, comme je te le disais avant le podcast, plus maintenant en personal branding. Je pense que les entreprises sont de plus en plus liées à un individu. Et je pense qu'aujourd'hui, ton entreprise, c'est toi. Ouais. Donc, tu peux avoir des véhicules, tu peux avoir des enveloppes sociales, tu peux avoir une SAS. Mais en fait, ta boîte, c'est toi.
Voilà, je pense qu'il faut aussi raisonner comme ça. Déjà, ça t'évite d'embaucher trop et te dire, en fait, mon entreprise, c'est moi-même. Je construis ma marque et le personal branding, j'y crois pas mal. Et je pense que, surtout en immobilier, il faut construire des expertises et il faut faire converger l'individu et l'entreprise. Il faut être sa propre entreprise. Et toi, donc oui, je les associe, mais j'essaye de... Toi, tu te spécialises, mais aujourd'hui, typiquement, la clé dans tout investissement immobilier, c'est le sourcing. La clé, c'est être sur le terrain. Comment tu achètes Enfin, déjà, évidemment, bien acheter, mais comment tu trouves tes affaires aujourd'hui? Alors, déjà, il faut être un expert de terrain. À Mastéos, on était des start-upers parisiens à faire de l'investissement à l'autre bout de la France ou de l'Espagne. On était à Séville, à Valencia, à Charleroi, à Bruxelles. Enfin, on était sur des endroits où on n'avait jamais foutu les pieds, quoi. Moi, j'ai mis mes pieds à Marseille pour la première fois après notre 50e opération à Marseille. Je ne connais pas du tout la ville. Donc il faut être un expert du terrain. Et tu avais des experts en local oui, j'avais tout le monde était à Paris? Non, mais j'avais certains salariés qui avaient un maillot de l'OM, des claquettes et qui écoutaient Jules. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais je crois vraiment à l'expertise terrain local. Donc maintenant, moi je suis parisien, je connais Paris comme ma poche, je fais que du Paris. Je ne m'amuse pas à aller accompagner des clients à Roubaix. Je connais très mal Roubaix, en fait. Il faut être expert de son fief. Et je me suis spécialisé sur une niche qui est le 10-15 mètres carrés parisien. Et en fait, je me rends compte, et ça rejoint ta question du sourcing, quand tu es spécialisé sur un secteur, pas besoin d'avoir des algos de scrapping ou de l'intelligence artificielle. Juste, tu te fais connaître comme expert d'une niche. Maintenant, je reçois des opportunités off-market tous les jours. Ça tombe tout seul, j'ai pas besoin de forcer. Je me connecte quasiment plus sur Se Loger Le Bon Coin parce qu'en fait, à force, tu rencontres des gens qui pensent à toi et qui t'envoient sur WhatsApp des deals. Mais ça ne marche que si tu es spécialisé localement sur une niche. Et ça, oui, évidemment, nous, on l'a fait aussi sur l'immobilier commercial assez rapidement. On a vu, tu vois, qu'en se spécialisant sur des murs de commerce, on nous envoyait beaucoup de dossiers. Et effectivement, plus tu travailles aussi ta communication en ce sens, etc. Tu parlais de personal branding. C'est vrai que quand tu es identifié sur une niche ou un secteur où personne ne s'est un peu mis trop en avant, ou c'est juste un entre-soi. Et voilà, dès que tu commences un petit peu à déployer ton réseau, ta communication, et bon, toi, tu as été quand même aussi sur le devant de la scène pendant longtemps avec Mastéos. Donc, tu as un nom et les gens maintenant comprennent que tu évolues dans un nouveau secteur. Donc, forcément, ça doit t'apporter... Mais même sans être connu, parce que moi, on m'appelle la Nabila de l'immobilier, comme tu le sais, même sans être connu. Je n'osais pas le dire en introduction. Juste rencontrer des agents immobiliers qui pensent à toi la prochaine fois parce que tu recherches qu'un seul type de produit, ça suffit largement à avoir les meilleurs deals off-market dont tu puisses rêver au bout de 6 mois. Et j'avais une question, là, si tu devais refaire Mastéos aujourd'hui, là tu recommences l'aventure Mastéos à zéro, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu referais pas? Alors, ça dépend si la question c'est avec le recul ou... Oui, avec le recul, bien sûr. Parce que si c'est sans le recul, est-ce que je le referais compte tenu de la catastrophe finale où la boîte s'est crashée? Il y a des chantiers qui n'ont pas été finis, des clients qui ont perdu de l'argent, des actionnaires qui ont perdu de l'argent, des particuliers. Enfin, je veux dire, c'est une vraie catastrophe à plein de niveaux pour plein de personnes. Donc, je souhaite... Enfin, c'est pas un truc souhaitable de recommencer ce genre de crash. Néanmoins, si c'était à refaire en termes de... On a vécu un truc tellement intense et je crois que 80% des salariés pourront me rejoindre au moins là-dessus. C'était absolument incroyable. C'était les plus belles années de nos vies, en tout cas me concernant. Donc si c'était à refaire, je le referais, malgré la chute. Mais si possible, sans heurter personne financièrement comme c'est le cas actuellement. Et si c'était à refaire avec le recul, je céderais moins aux sirènes du venture capital, en tout cas moins vite. Je serais moins obsédé d'hypercroissance. Je serais plus attentif à ma bottom line et pas que à ma top line, c'est-à-dire à faire du profit. Je serais plus localisé, je serais spécialiste d'une zone avant de partir dans 180 villes. Voilà, donc c'est des erreurs classiques d'entrepreneurs. Je serais peut-être un peu moins... tu sais, on veut tous inventer une nouvelle tech. On a l'impression que si on ne développe pas une tech, on est des gros nazes. Donc nous, on a mis 10 millions de capex sur une app. Bon, elle est très bien, l'app, il n'y a pas de sujet, mais en vrai, le client, il veut juste que tu finisses son chantier à temps. Si tu as une belle app par-dessus, c'est du défocus et ça rend cool, mais peut-être plus propre que tech. Ça aurait été un choix que j'aurais fait plus tôt. Peut-être prioriser mon client plutôt que mon actionnaire, être moins dans le reporting de board et plus dans le reporting de chantier, quitte à faire des chantiers. Voilà.
Et tes actionnaires, justement, il y avait à la fin de l'aventure une volonté pour eux d'arrêter, de vendre. Enfin, comment ça s'est passé, les discussions de fin? À la fin, quand tu as de moins en moins de runway, donc de moins en moins de cash, évidemment, ça se tend. Au début, tout le monde est copain. Au board, tout le monde est copain. On l'est toujours, mais ça se tend énormément parce que tu vois, tu as des enjeux juridiques qui commencent à émerger, tu as des notions de responsabilité, de dirigeant de fait, dirigeant de droit, qui va prendre, qui va se faire éclater par le juge quoi, à la fin en fait. Donc par défaut, ça va être le mandataire social, c'est-à-dire moi, mais potentiellement ça peut être un actionnaire. Donc tout se tend très vite, il y a des enjeux réputationnels forts, etc. Donc c'était un peu Game of Thrones sur la fin, je te le cache pas, il y avait un certain niveau de violence. Mais bon, aujourd'hui... on se croise dans la rue, on se salue et on reste hyper. Ouais, tu t'en es remis. Nous, on s'était vu un peu avant ça. Effectivement, c'est un passage qui est marquant pour un entrepreneur. Ce qui est dur, c'est que tu perds ton bébé, tu te prends la violence du tribunal de commerce qui est de Corse à te faire des audiences et à te prendre des courriers avec la Marianne. Enfin, tu vas avoir passé des huissiers chez toi. Enfin, c'est vraiment pendant 6 mois, c'est ça. Et je continue à faire des audiences au tribunal pour tous les contentieux générés parce que c'est quand même une grosse boîte, donc il y a beaucoup de contentieux. Donc ça c'est pénible, mais surtout ne pas avoir de filet de sécurité financier, devoir aller gratter tous les mois 1000 balles à mon meilleur pote, à ma mère, à ma tante. Et je sais que tu as vécu la même chose, c'est terrible. Je vous devais une anecdote à la prod, alors je vous la donne pour que ça pleure dans les chaumières. Il y a 3 semaines, donc j'accompagne un client sur un appart et il me dit cet appart je le veux absolument. Et j'avais une assez grosse commission sur cet appart, de l'ordre de 8 000 €. Et il me dit Thierry, ramène-toi avec une offre au prix, je veux cet appart. Tu me l'imprimes, je te la signe sur place, je le veux. Et il y avait beaucoup de monde sur cet appart parce qu'il était vraiment pas cher et très bien placé. Et j'ai pas d'imprimante chez moi, et je vais chez Copytop qui est à côté. Ouais. Et j'arrive pour imprimer l'offre d'achat que j'avais faite. Et ma carte passe pas. Je mets ma carte, ça passe pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent sur ma carte, même pour 1 €, c'était 1 €. Et du coup, j'arrive sans l'offre, je me dis je vais écrire un mail derrière, sauf que le mec d'après la visite a fait une offre au prix et lui avait son offre papier dans la main. Ce qui fait que parce que ma carte n'est pas passée pour 1 €, j'ai perdu 8 000 € de com. C'est terrible. Et ça, c'est la vie d'entrepreneur qui, en fait, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de RSA. C'est la réalité très, très difficile et tu n'as pas le choix, quoi, là, honnêtement. Et ça contraste avec le fait qu'il y a 8 mois, toutes les banques privées du secteur m'invitaient à déjeuner, mes parts valaient 30 millions, ma carte était illimitée. Enfin, tu vois, c'est quand même des avant-après qui sont hyper contrastés, quoi. Ouais, quand même un peu, ouais. Ça, c'est clair que quand tout va bien et que tu t'annonces des levées de fonds dans Madines, Les Échos, etc., là, tu as effectivement toute la place des banquiers privés de Paris qui t'appellent. Tu as même des ex qui m'écrivent quand ils voient sur Instagram l'annonce de la levée de fonds à 20 millions qui disent Thierry, ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je te rappelle de moi, c'était vu sur une île grecque. Ah, mais oui, ça va. Je venais aux nouvelles. Ça, c'est exceptionnel. Dès que tu fais un plateau télé ou... Non, c'est juste la confusion de penser que les 20 millions levés arrivent sur mon compte. Alors que ce n'est pas le cas, c'est le compte de l'entreprise. Non, et puis, oui, c'est quand même assez fou. Et pourtant, parfois, les banques, ils t'appellent, mais quand tu es client des banques privées pour y avoir travaillé, ils ne comprennent pas la notion de valorisation d'une boîte non plus quand tu as besoin d'un financement bancaire pour acheter de l'immobilier, par exemple. Tu vois, pour prendre en garantie des parts sociales, c'est compliqué. Mais bon, il y a aussi... c'est vrai que c'est pas facile, entrepreneur. T'as les bons côtés quand... t'as un peu les mauvais côtés aussi quand ça va pas bien. C'est all-in, hein. Il faut avoir une appétence pour le risque. C'est clair, mais bon, c'est ce qui nous rend... Et accepter de se prendre... En fait, c'est passionnant. L'échec, il est à la hauteur du succès que tu visais. Donc moi, c'est un très très gros échec parce que ça aurait pu être un très très gros succès, mais tout est corrélé. Ouais. Donc careful what you wish for. Quoi. J'allais demander quel est l'adage pour terminer un peu, justement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Tu as encore des anecdotes, j'imagine, plein à raconter. Non, j'ai fait GG le roi du placo et ma carte qui passe pas 1 € et qui me fait perdre 8 000. Ouais, ça c'est franchement les boules. Hein. Honnêtement, c'est pas mal les boules. Et tu as des deals immobiliers qui t'ont fait gagner de l'argent beaucoup, d'autres qui t'ont marqué plus que d'autres ou pas du tout? Alors, non, j'ai fait des deals traumatisants. Comme on en a fait 1500 chez Mastéos,
Quand il se passe bien, ça correspond au BP que tu as fait, donc il n'y a pas besoin d'aller le célébrer dans un resto étoilé. Je veux dire, ça correspond à ce qu'on avait pricé. Mais il y en a qui se passent vraiment mal. C'est la loi des grands nombres. Sur 1500, j'ai vu des catastrophes. Et c'est vraiment des sales catas, quoi. Ça empêche de dormir. C'est des immeubles qui s'effondrent, c'est des incendies avec des gens dedans. C'est terrible. C'est des immeubles squattés par des dealers qui t'envoient des menaces de mort si tu vas réclamer le loyer. Donc voilà, non mais on passera sur c'est pour ça que j'aime bien Paris, parce qu'il y a moins de grandes catas. Tu vois, c'était sur l'immeuble haussmanien. Ça dépend des quartiers. Même moins, moi je crois plus trop au mauvais quartier. Il y a plein de gens qui me disent 18, 19, 20, faut pas y aller, Gare du Nord, nanana. En vrai, je passe ma vie dans ces quartiers-là et c'est très cool. Il n'y a aucun quartier qui est infréquentable à Paris, à part peut-être la colline du Crac et la Chapelle, mais encore. Ouais, non, c'est vrai. Et effectivement, quand tu es à Paris, tu as moins ce genre de... ouais, parce que les gens, en immobilier, les gens, ils raisonnent c'est les sirènes de la rentabilité, mais tu n'as pas d'approche de risque en anglais. Et désolé, c'est pompeux, mais en finance à Londres, tu parles pas de yield, c'est de rendement. Tu parles de risk adjusted rental yield, c'est-à-dire de rendement locatif ajusté pour le risque. Pour 4 unités de rendement, j'ai 4 unités de risque. Si je veux chercher du 10% net, je finis en banlieue de Roubaix avec des locataires qui sortent de prison. Non, mais il faut comprendre que ce que tu vas chercher en rendement, tu vas l'avoir en risque. Et donc, pour optimiser ton financement, c'est minimiser ton risque et maximiser ton yield. Ça ne veut pas dire que tu auras le plus gros rendement possible, mais tu vas avoir le couple le plus optimisé entre rendement et risque. Et les gens, ils pensent qu'au rendement, ils oublient. Et donc, mieux vaut avoir 5% net à Paris sans risque que 9% en banlieue de Saint-Étienne, avec tous les risques qui vont avec. Ah oui, c'est la règle en immobilier, mais aussi comme dans tout investissement, dans n'importe quelle classe d'actifs, en fait, le couple rendement-risque, c'est la base en finance quand tu investis. Évidemment, quand tu es sur du sans risque, un fonds euro à 3%, évidemment que si tu raisonnes uniquement en rendement pur, mais que tu vas aller chercher, je sais pas, typiquement le monde des cryptos, le monde du private equity, si tu t'y intéresses uniquement pour le rendement, attention. Parce qu'en immobilier, on ne comprend pas ce que ça veut dire le risque, parce que le risque, en fait, c'est un mot valise. Mais qu'est-ce que c'est un risque en immobilier ? C'est aussi le risque que ça te prenne beaucoup de temps. Parce que tu dis, c'est pas risqué l'immobilier, tu as toujours un toit, et puis il y a des gens, ils vont vivre dedans et te payer un loyer. Tu auras peut-être un impayé de temps en temps, mais en fait, le risque, c'est que le truc devienne très chronophage. Tu vois ? Moi, j'ai un immeuble à Tourcoing, la gouttière, elle s'est cassée la gueule, elle est tombée sur un passant, j'ai dû aller à la gendarmerie de Tourcoing, je me suis tapé un aller-retour, ça m'a pris une journée. Enfin, tu vois, c'est ça le risque aussi, c'est le temps, le commitment, l'énergie que tu vas y mettre. Et c'est pour ça que quand tu investis à Paris à côté de chez toi, peut-être que tu vas être 2 points de pourcentage moins rentable qu'au Havre, mais tu n'as pas à te faire d'aller-retour à chaque fois qu'il y a un sujet là-bas. Ah bien sûr, et puis quand tu es occupé, je veux dire, souvent c'est des cadres qui investissent dans l'immobilier ou des gens salariés, c'est pas leur travail principal que d'aller s'occuper de voilà, et le problème c'est que tu as pas mal d'influenceurs qu'on connaît qui vont pitcher de la renta à tout prix et faire oublier le risque qui va avec, donc c'est pas mal aussi de rappeler qu'il y a un couple et que l'un sans l'autre ça n'existe pas, sauf quand tu t'appelles Bernard Madoff et Bernard Madoff, il n'y avait pas de risque, il n'y avait que du rendement, mais c'était une fraude en fait, donc... Ouais, je pense que c'est un bon mot effectivement pour closer ce podcast, mais merci Thierry. Tu devais me demander mon motto. Eh bien oui, j'avais pas fini. Quel est ton motto dans la vie ? Est-ce qu'il y a une phrase que tu t'appliques dans ta vie perso, dans ta vie pro qui te drive ? Carpe diem. Non, je rigole, c'est pas carpe diem, mais comme tu m'as dit que tu allais me poser cette question, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et alors, c'est un auteur qui s'appelle Charles Bukowski, je ne sais pas si ça te parle. Ouais, très bien. Et sur sa tombe, il a écrit un mot assez mystérieux, enfin 2 mots. Il a écrit « Don't try ». Et je repensais à ce truc, j'ai jamais compris. N'essaye pas, ça veut dire quoi ? Alors ça se trouve, c'est pas du tout la bonne interprétation. Mais moi, mon interprétation de cette phrase de Charles Bukowski sur sa tombe, « Don't try », c'est qu'en fait, si tu vas te lancer dans un truc et que ça résiste trop, c'est peut-être pas ta vocation. Et c'est vrai que moi, je suis une grosse feignasse et Mastéos et tout ça, j'ai jamais eu l'impression d'essayer de forcer et d'être face à de la résistance. J'ai toujours suivi mon plaisir, quoi. Alors, c'est pas du tout dans l'air du temps de dire ça, où il faut bosser, c'est dur et tout. Et moi, ça a jamais été dur parce que j'ai jamais essayé. Je me suis toujours laissé porter par le truc qui me procure le plus de plaisir et d'intensité et d'émotion. Et donc, don't try, ça veut dire peut-être laisse-toi guider. Tu dois pas avoir l'impression d'essayer quelque chose parce que ça implique de la résistance et c'est peut-être un message que tu envoies à l'univers
Donc, don't try, n'essaye pas. Juste fais-le, mais n'essaye pas. Tu vois, tu devrais pas avoir cette impression d'effort trop intense non plus. Bah, ça demande du boulot d'être entrepreneur, mais si tu prends pas de plaisir, si tu as l'impression que tu essayes et que c'est pas un truc naturel qui est en ligne avec ce que tu aimes, c'est peut-être une interprétation vaseuse. Ne force pas, quoi, aussi. Ne force pas, c'est peut-être ça la traduction, c'est don't force, don't try, ne force pas. Non, mais ça me parle beaucoup et c'est une réalité parce qu'à chaque fois, moi avec le recul, à chaque fois que je me suis dit que j'ai vraiment trop forcé ou essayé de faire passer quelque chose un peu dans la résistance, finalement, soit ça passe pas et tu te rends compte qu'il fallait pas, que tu as perdu du temps. Soit, en fait, non, quoi qu'il arrive, tu vas changer de direction parce que c'est pas la bonne voie et que tu n'arrives pas à aligner les choses comme elles doivent l'être. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Si tu as une vocation, normalement, tu n'as pas à la forcer. Quoi. Et quand tu le sens que tu es dans la bonne voie, tu as vraiment ce sentiment d'alignement. Et tu n'as pas l'impression d'essayer. Exactement. Tu as l'impression que tout est naturel, tu es sur un flow et donc laisse-toi guider par ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, on va se laisser guider dans nos investissements en micro-logement avec toi. Sans essayer. Voilà, sans essayer. Ça veut rien dire. On va avoir des offres qui vont passer toutes seules sur toutes les acquisitions que tu vas pouvoir réaliser. Déjà, bravo. Franchement, c'était super cool de te parler. Merci pour ta franchise. J'adore les discussions comme ça à bâton rompu, sans filtre. C'était vraiment super intéressant. Donc merci beaucoup. On salue Gégé le roi du placo qui nous écoute probablement, qui va encore m'engueuler pour l'avoir mentionné sur un podcast, mais l'histoire est trop belle pour pas la raconter. Voilà, en tout cas j'espère qu'il va bien aujourd'hui, que lui, en tout cas il s'en est bien sorti, donc on est content. Il essaie de moins en moins là, ça y est. Il se laisse porter. Si ça roule, super. Écoute, merci beaucoup. Merci Thierry. Lorraine. Thierry. Thierry.